La nouvelle femme de mon père s'est moquée de moi lors d'un dîner. Mon père m'a dit d'arrêter de faire un scandale. Alors, je suis resté silencieux. Jusqu'à ce qu'elle parle de son travail. Ensuite, j'ai sorti mon téléphone, et j'ai regardé leur sourire s'effacer. L'histoire d'aujourd'hui parle donc d'un homme. Il entre dans l'un des salons privés les plus huppés de Manhattan, avec, à la main, une carte d'anniversaire faite maison, et vêtu d'un simple costume bleu marine. Sa belle-mère prend la carte, la regarde avec mépris, et la repousse de l'autre côté de la table, comme s'il s'agissait d'une contravention. Son beau-frère, un avocat d'affaires arrogant, moulé dans son costume Tom Ford, se penche vers lui et, par pitié, lui propose un poste de commis aux archives au salaire minimum. Sa demi-sœur éclate de rire. Son père réajuste sa cravate en soie, et lui dit d'arrêter de faire honte à la famille. Cet homme se contente de rester assis là, silencieux, et patient, car cette carte n'est pas vraiment une carte. Et ce qui se trouve dans sa sacoche en cuir s'apprête à faire de ce repas le dîner le plus cher auquel sa famille ait jamais participé. La nouvelle femme de mon père s'est moquée de moi au dîner. Papa m'a dit d'arrêter de faire un scandale. Alors, je suis resté silencieux, jusqu'à ce qu'elle parle de son travail. Ensuite, j'ai sorti mon téléphone, et j'ai regardé leur sourire s'effacer. Mon père, Frank, a eu 62 ans cette année, et je veux être franc, je n'avais absolument aucune attente en venant ici. À la seconde où la confirmation de la réservation est apparue sur mon téléphone, j'ai ressenti cette angoisse sourde, si particulière, qui ne vient que lorsqu'on sait exactement, après des années de pratique, comment fonctionne cette famille. Chaque réunion finit toujours par se transformer en un sport de combat sanglant, où je joue le rôle du punching ball attitré. La seule raison pour laquelle je me suis présenté, c'est parce que je préparais quelque chose en secret depuis 3 mois, et ce soir, c'était enfin le grand moment. Je m'appelle Nat, et j'ai 34 ans. Frank a épousé Claire quand j'avais 19 ans. Elle a 41 ans, dirige une clinique d'esthétique de luxe appelée Lumière, à Manhattan, et a passé la majeure partie de la dernière décennie à me traiter comme une tâche gênante sur sa vie par ailleurs parfaite. Ma demi-sœur, Paige, la fille de Frank et Claire, âgée de 28 ans, a grandi en recevant des voitures d'importation flambant neuves comme cadeau d'anniversaire, tandis qu'on me disait de prendre le bus. Et puis, il y a Victor, le mari de Paige. 32 ans, avocat d'affaires à Manhattan, qui a réussi le barreau de New York du premier coup. Et je vous promets, il n'a jamais laissé qui que ce soit, dans aucune pièce, l'oublier une seule seconde. La façon dont il me voit, un comptable ennuyeux, avec une voiture modeste, et une vie tranquille. Rien qui ne mérite qu'on s'y attarde. C'est fait exprès. Mais ça, il l'ignore. Le restaurant était le Jean-Georges. Des grands murs, des lustres en cristal, le genre d'endroit qui décrit son eau comme étant sélectionné avec soin. Je suis arrivé avec 10 minutes d'avance, et je me suis assis seul. Un jazz doux filtrait à travers les murs, en provenance de la salle à manger principale. Sur la table, il y avait une corbeille de pain, à laquelle je n'ai pas touché. Il y avait aussi une peinture abstraite sur le mur du fond, dans des tons de vert et de bleu sombre, et j'ai passé quelques minutes à simplement la regarder. Cela m'a donné quelque chose sur quoi me concentrer, autre que ma propre nervosité. Frank et Claire sont arrivés ensemble. Elle portait une robe en soie sur mesure, avec des bagues en diamant empilées sur 3 de ses doigts, une tenue conçue pour que tout le monde, dans la pièce, se sente mal habillé. Elle m'a repéré immédiatement, et son expression s'est figée quelque part entre le dégoût et une légère contrariété, comme si elle découvrait une éraflure sur une voiture neuve. J'avais placé une simple enveloppe blanche sur la table, devant la place de Frank. Sans aucun ruban. Elle l'a ramassée avant même qu'il ne s'assoie, et l'a tenue à bout de bras, coincée entre 2 doigts. C'est censé être une blague, Nat? Elle l'a repoussée violemment sur la nappe, assez fort pour qu'elle glisse au-delà des couverts, et vienne buter contre mon verre d'eau. Je pensais vraiment qu'à 34 ans, tu aurais passé l'âge des travaux manuels. Un rire sec, et bref. Le serveur, dans le coin, a changé de pied. Non mais, regarde ça. Tu as apporté une carte faite à la main à un dîner qui coûte 1,000 $ l'assiette. Tu ne pouvais pas t'arrêter dans ne serait-ce qu'un seul magasin en venant ici? Je sais que tu brasses de la paperasse dans un cabinet comptable ennuyeux, mais tu pourrais au moins faire un petit effort pour ton propre père. À l'intérieur de cette enveloppe, se trouvait un certificat. Il prouvait que j'avais secrètement remboursé l'énorme dette frauduleuse qu'elle avait contractée,
en falsifiant des documents, sur la maison ancestrale de mon père. 4 millions de dollars de mon propre argent, mais je n'ai rien dit à ce sujet. J'ai simplement glissé l'enveloppe dans mon sac, et j'ai gardé le silence. Frank sirotait son eau pétillante, en portant une cravate en soie qui coûtait probablement plus cher que les mensualités de voiture de la plupart des gens. Il m'a regardé de la même façon dont on regarde une fissure sur un pare-brise. Il s'est penché en avant. Elle a raison, Nat. Je t'avais demandé de faire un effort ce soir. Tu te pointes dans un costume tout simple, et tu me tends un bout de papier. Tu as 34 ans. Quand vas-tu enfin te trouver une vraie carrière, et arrêter d'embarrasser l'image de cette famille? Je suis désolé que ce cadeau ne soit pas à la hauteur de vos standards. Ne joue pas la victime, a rétorqué Claire, en prenant une lente gorgée de son cidre pétillant. Tu as toujours été jaloux de ce que nous avons. Ce n'est pas parce que tu n'as rien pu faire de ta vie, que tu as le droit de tirer tout le monde vers le bas, avec l'énergie négative que tu apportes à ces événements. J'ai gardé un visage impassible. Le problème avec ma famille, c'est qu'ils confondent le silence avec la faiblesse. Ils voyaient un type dans un blazer modeste, qui conduisait une voiture pratique, et vivait une petite vie tranquille. Ils ne voyaient pas l'associé principal de l'une des sociétés de capital investissement les plus agressives de Wall Street, assis juste en face d'eux. Ils ne savaient pas que le comptable ennuyeux, qu'ils étaient en train d'humilier, tenait entre ses mains les rênes de toute leur existence financière. J'ai croisé les mains. Tu as tout à fait raison, Claire. S'il te plaît, profite de ta soirée. Elle a levé les yeux au ciel, et m'a ignoré. Ensuite, Victor a décidé que c'était son tour. Victor est l'incarnation même de l'expression « avocat d'affaires de Manhattan qui se la pète ». Un costume sur mesure, des boutons de manchette, et une montre qu'il mentionnera avant même que vous n'ayez eu le temps de lui poser la question. Il s'est penché en avant, avec un grand sourire totalement vide. Écoute, Nat. Je sais que la vie peut être dure, pour les gens qui n'ont pas de plan de carrière bien défini. Tu vas bientôt avoir 35 ans. Un travail de comptable débutant ne paiera pas ton loyer éternellement. Il a laissé cette phrase faire son effet. En fait, je parlais à l'associé gérant de mon cabinet, la semaine dernière. Nous sommes en train de développer le service des archives. De la saisie de données, du classement, de la numérisation de documents. C'est payé au salaire minimum, ou peut-être un peu plus, si tu fais preuve d'initiative. Et ça inclut une mutuelle dentaire. Je peux glisser un mot en ta faveur. Cela te donnerait une vraie chance de construire enfin quelque chose. Paige a posé sa main manucurée sur son poignet. Elle était rayonnante, comme s'il venait de résoudre le problème de la faim dans le monde. C'est tellement généreux de ta part, Victor. Sérieusement, Nat, accepte sa proposition. Ce n'est pas comme si tu avais mieux à faire, et ça serait tellement agréable de te voir enfin t'acheter tes propres vêtements. Elle a gloussé. Tu te souviens de l'époque où maman te donnait mes vieux manteaux d'hiver, parce qu'ils pouvaient encore servir? Tu avais l'air tellement drôle, à te promener dans des vestes qui étaient complètement démodées depuis 2 saisons. Elle a éclaté de rire. Claire s'est jointe à elle. Et Frank, mon père, a ri doucement. Il hochait la tête, comme si mon existence n'était qu'une vieille blague inoffensive, dont tout le monde connaissait déjà la chute. Merci, Victor. Ça fait plaisir de voir quelqu'un essayer d'aider le petit. Dieu sait qu'il a besoin d'être guidé. Je ne suis pas sorti de mon rôle. Je n'ai pas justifié mes choix vestimentaires, ni défendu ma carrière. Je suis simplement resté assis là, et j'ai laissé les rires suivre leur cours. Car ce qu'ils ignoraient, c'est que, depuis 6 mois, mon cabinet rachetait discrètement des parts de contrôle dans le cabinet d'avocats de Victor, et ce, à travers une série de sociétés écrans. J'avais reçu le texto de confirmation de mon assistant en arrivant, juste en traversant le parking. Attendez, en fait, Saction était après m'être assis, avant qu'on apporte le pain. Bref. Le moment exact n'a pas d'importance. Il n'y avait que 2 phrases, acquisition finalisée. Vous détenez 73% des actions avec droit de vote, dans l'attente de vos ordres. J'avais verrouillé l'écran, et j'avais rangé le téléphone dans mon sac, sans dire un mot. Quoi qu'il en soit, la soirée a suivi son cours. Claire a parlé de la rénovation en marbre italien de sa clinique. Victor a parlé d'une affaire dont il ne pouvait pas discuter en détail, mais dont, curieusement, il parlait tout de même très en détail. J'ai mangé mon repas,
sans prononcer le moindre mot. Attendez. Laissez-moi intervenir une seconde. C'est moi qui parle ici, pas Nat, parce que j'ai besoin de faire une petite pause. Capitaine Tribunal vient d'offrir un boulot de classement au salaire minimum, à son propre patron. L'homme qui signe désormais ses chèques de paie, et qui possède l'immeuble de ses bureaux, est resté assis là, à écouter tranquillement un discours sur les mutuelles dentaires et la prise d'initiative. Et Claire a qualifié la carte de travaux manuels, sans savoir qu'elle était destinée à un père dont Nat avait déjà sauvé la maison en toute discrétion. Ces gens n'ont absolument aucune idée de la personne qui se trouve en face d'eux. Attachez vos ceintures, car c'est ici que ça devient vraiment intéressant. Au bout d'une quarantaine de minutes, le maître d'hôtel s'est approché, en portant un épais menu de réserve privée, relié en cuir. Le genre de carte qu'ils ne sortent que pour les clients qui souhaitent afficher leur richesse. Il s'est avancé vers Franck, mais, avant qu'il ne puisse lui tendre le menu, Claire le lui a arraché des mains. C'est moi qui vais choisir pour la table ce soir. Elle a survolé les sections classiques, sans ralentir une seule seconde. Son doigt a parcouru les offres exclusives de la réserve, à la fin du menu, jusqu'à ce qu'il s'arrête sur le menu dégustation grande réserve. 8 plats, des ingrédients de source privée, le tout décrit dans le menu davantage comme un événement culinaire que comme un simple repas. Elle m'a regardé droit dans les yeux. 5 menus grande réserve, s'il vous plaît. Le serveur a gardé son sang-froid. Une excellente sélection, madame. Je dois cependant vous informer que la grande réserve est au prix de 4,8 cents par personne. Pour l'ensemble de la table, cela fait donc 24,000 $, sans compter le supplément pour le salon privé. Dois-je confirmer? Confirmer, a répondu Claire d'un ton suave. Elle s'est tournée vers moi. Mon cher beau-fils, Nat, va couvrir l'intégralité de l'addition ce soir. C'est le moins qu'il puisse faire. Payer pour le dîner d'anniversaire de son père, c'est une belle façon de prouver qu'il respecte toujours la hiérarchie de cette famille. 24,000 $ pour de la nourriture que je n'avais pas commandée, plus le supplément pour la salle privée. Elle venait d'essayer de me mettre près de 28,000 $ sur le dos, en espérant sincèrement que cela me terrasserait. J'ai regardé Franck. Pendant 3 secondes. Il a ajusté sa serviette. Son argument est valable. Tu as 34 ans. Tu n'as jamais rien apporté de vraiment concret à cette famille. Prendre l'addition en charge ce soir me prouverait que tu es enfin prêt à assumer tes responsabilités. Victor a croisé les bras, et a pris sa grosse voix d'audience, assez fort pour que le serveur, resté près du mur, puisse l'entendre. C'est une question d'équité familiale élémentaire. Ton père a subvenu à tes besoins pendant 18 ans. Refuser de contribuer, c'est un manquement fondamental à tes obligations. Considère ça comme une taxe rétroactive, pour tout ce que cette famille t'a donné en grandissant. Ce n'est pas comme si Franck m'avait jamais donné quoi que ce soit. J'ai payé mes propres études universitaires, en cumulant 2 emplois, tandis que Paige a reçu un SUV de luxe, juste pour avoir obtenu la moyenne au lycée. Mais je n'ai rien dit de tout ça. J'ai pris une longue gorgée d'eau pétillante. Puis, j'ai reposé le verre. Je crains qu'il n'y ait eu un malentendu. Je ne paierai pas pour des repas que je n'ai pas commandés. Je réglerai ma propre nourriture, et mon eau. Le reste est pour vous. Victor a tapé du poing sur la table, et s'est lancé dans une diatribe totalement délirante, sur les mentalités de pauvres, le contrat social de l'unité familiale, et les contributions rétroactives. Il a littéralement prononcé les mots au contrat social, à voix haute, lors d'un dîner d'anniversaire. Claire l'a coupé avec un soupir théâtral. Elle a fouillé dans son sac, en a sorti une épaisse carte de crédit en platine, et l'a lâchée au centre de la table, dans un claquement métallique sec. Je vais payer, parce que moi, contrairement à d'autres, je sais comment générer de la vraie richesse. Elle a levé le menton. En fait, je ne comptais pas en parler avant le dessert, mais mon entreprise a clôturé une énorme levée de fonds ce matin. 15 millions de $ en capital risque, provenant d'une société d'investissement de premier plan. C'est à ça que ressemble un véritable empire, Nat. J'ai senti un léger tic au coin de ma bouche. Mais j'ai gardé le visage parfaitement de marbre. 15 millions de $. Elle se vantait de la somme exacte que mon cabinet avait virée sur son compte, ce matin même, par l'intermédiaire d'une filiale anonyme que j'avais créée, du nom de Vistara Capital. Elle pensait avoir conquis le marché.
Elle n'avait absolument aucune idée que c'était moi qui tirais les ficelles. Franck rayonnait, comme si elle venait d'annoncer un prix Nobel. Victor et Paige ont hoché la tête avec admiration. Claire a tourné son regard totalement triomphant vers moi. 15 millions de dollars, Nat. J'ai bâti un empire de luxe à partir de rien, pendant que tu brasses de la paperasse dans un box. Tu n'es rien d'autre qu'un parasite financier. Tu te pointes à ces dîners, tu t'assois dans des pièces que nous payons, tu manges la nourriture que nous commandons, et tu ne contribues absolument en rien à l'héritage de cette famille. Elle a fait signe au serveur de s'approcher. Il a pris la carte, et s'est éloigné. Je savais déjà très exactement ce qui allait se passer. Pendant les minutes qui ont suivi, Claire a tenu la cour. Elle a parlé des partenaires financiers qui l'avaient supplié de prendre leur argent. Elle a parlé de son hall en marbre. Elle s'est même penchée, pour me demander si mon petit cabinet comptable offrait du café gratuit, ou si nous devions apporter nos propres tasses. Tu serais surprise de ce qui se passe dans mon bureau, ai-je répondu. Puis, les portes se sont ouvertes. Le serveur est revenu. Sa posture n'était plus la même, ses épaules étaient tombantes, son visage livide. Il tenait la carte en platine de Claire du bout des doigts, comme si elle risquait de le mordre. Il s'est penché vers elle, et a baissé la voix. « Madame, je suis sincèrement désolé. Votre carte a été refusée. » Claire s'est figée. Son verre s'est arrêté à mi-chemin de sa bouche. Je l'ai passé 2 fois. La transaction ne passe pas. J'ai aussi appelé notre service bancaire pour forcer le paiement manuellement, et le représentant m'a informé qu'il y a un gel fédéral total sur tous vos avoirs. Le compte est complètement bloqué. Gel fédéral total. Ces mots ont simplement plané au-dessus de la table. Franck est devenu très pâle. Paige s'est couvert la bouche. Victor s'est redressé sur sa chaise, tous ses instincts d'avocat s'activant d'un seul coup. Claire a explosé de colère. Elle a repoussé sa chaise, s'est dressée devant le serveur, et a abandonné jusqu'à la dernière trace de son maintien mondain. Êtes-vous en train de me traiter de criminel? J'ai déposé 15 millions de dollars sur ce compte ce matin. Je suis la directrice générale d'une entreprise pesant plusieurs millions. C'est votre machine qui est cassée. Je veux parler au propriétaire, immédiatement. Je suis resté assis, observant la scène. Victor a sorti sa carte de crédit d'entreprise, et l'a fait glisser vers le serveur. Mettez le montant total sur celle-ci, a-t-il dit. Il avait l'autorité absolue d'un homme qui possède 2 millions en liquidité, et un bureau d'angle prestigieux. Mettons fin à ce spectacle. Paige a poussé un grand soupir de soulagement. Oh, Dieu merci, Victor. Elle m'a regardé. Tu vois, Nat, c'est ce que fait un vrai homme. Tu ferais bien de prendre des notes. Le serveur a inséré la carte. La machine a mouliné. Un bip strident. Écran rouge. Il a essuyé la carte. Puis, il l'a réinsérée. Un autre bip. Un autre écran rouge. Transaction refusée. Monsieur, je crains que votre carte n'ait, elle aussi, été refusée. Le même code d'erreur s'affiche. Compte gelé. Vous devez contacter votre banque. Le sourire suffisant de Victor s'est effacé en temps réel. Il a bondi en avant sur sa chaise. Il s'agit d'un compte d'entreprise, avec plus de 2 millions en capital liquide. Je l'ai passé 2 fois, monsieur. Le résultat est le même. Paige lui a attrapé le bras. Victor, est-ce qu'on est ruiné? La ferme, Paige. Il a attrapé son téléphone, et a commencé à tapoter frénétiquement sur son application bancaire avec ses 2 pouces. Quelqu'un a piraté le pare-feu du cabinet. Je vais traîner cette banque en justice, et les renvoyer à l'âge de pierre. La panique, dans la pièce, avait une texture particulière, à la fois acide et métallique. La nourriture hors de prix restait intacte dans chaque assiette, tandis que les personnes autour de la table s'effondraient à petit feu. Claire rédigeait frénétiquement des messages, à des investisseurs qui n'allaient jamais lui répondre. Paige agrippait son collier, en fixant du regard la carte inutile de son mari, posée sur la table. Et Franck a tourné les yeux vers moi. Ce regard. C'était le regard d'un homme en train de se noyer, et qui vient d'apercevoir un sauveteur. Pause. C'est moi qui interviens de nouveau, car j'ai besoin d'une seconde pour savourer ce qui vient de se passer.
2 cartes, 2 refus, coup sur coup. Le génie financier autoproclamé, avec son monologue d'audience sur les mentalités de pauvres, vient de voir sa carte d'entreprise refusée en public. Et ce, à une table où, il y a 10 minutes à peine, il expliquait le concept d'équité familiale à l'homme qui possède légalement son immeuble. Ce n'est plus de l'ironie, à ce stade. C'est carrément une facture cosmique, livrée exactement à l'heure prévue. Et Nat n'a même pas encore fouillé dans son sac. J'ai pris une dernière bouchée de bar, et j'ai laissé le chaos graviter autour de moi pendant encore 20 secondes. Ensuite, j'ai posé ma fourchette. J'ai plongé la main dans mon sac, j'ai complètement ignoré ma carte personnelle, et j'ai trouvé le compartiment caché, zippé à l'arrière. Du titane, lourd et froid. J'ai sorti ma carte noire, une Amex Centurion, et je l'ai tendue vers le serveur. S'il vous plaît, prélevez la totalité de la somme sur le compte principal d'Apex Private Equity. Le serveur a fixé la carte du regard avant de la prendre, ses doigts enregistrant son poids au moment même du contact. Il avait passé la dernière heure à regarder ma famille me traiter comme le cousin fauché lors d'un mariage. Il a jeté un coup d'œil au nom inscrit sur la carte, puis s'est tourné vers le terminal de paiement. Tout de suite, monsieur. Le téléphone de Victor est tombé sur la table. Ses yeux se sont rivés sur la carte dans la main du serveur, et j'ai observé une lueur traverser son visage. C'était le calcul rapide, et froid, d'un homme qui fait des comptes dont il n'aime pas le résultat. En tant qu'avocat d'affaires à Manhattan, il suivait les acteurs majeurs du marché. Il savait donc parfaitement qui était Apex Private Equity. Une société pesant plusieurs milliards de dollars, spécialisée dans les acquisitions agressives. Le genre de structure qui pouvait tranquillement démanteler un cabinet d'avocats de taille moyenne, avant même l'ouverture des marchés le lundi matin. Et le nom sur cette carte, c'était Nat. La machine a émis un carillon. Écran vert. Paiement accepté. Le serveur a imprimé le reçu, et l'a placé dans un porte-addition en cuir. Il est passé directement devant Franck, a complètement ignoré Victor, et a déposé le reçu à côté de mon verre d'eau, en s'inclinant légèrement. Merci, monsieur. L'autorisation a été un succès total. Je vous laisse à votre soirée, en famille. Il est sorti. La porte s'est refermée avec un petit clic. Un silence complet s'est installé. Attendez, a dit Victor. Sa voix était d'environ 2 octaves plus basse que lors de sa performance théâtrale précédente. C'est ta carte. Ton nom est sur une carte Centurion d'Apex. Ce n'était pas une question, juste une déclaration consternée. En effet, ai-je répondu. Comment un simple comptable débutant peut-il avoir une carte d'entreprise d'Apex? Je ne suis pas un comptable débutant, ai-je dit. Depuis 6 ans, je suis l'associé principal, et l'auditeur financier en chef d'Apex Private Equity. J'ai cofondé cette société. Cette carte est d'ailleurs reliée à mon compte d'exploitation principal. Franck a émis un son que je ne pourrais pas vraiment décrire. C'était mi-hoquet de surprise, mi-dégonflement total. Claire a été la première à reprendre ses esprits. Elle m'a immédiatement accusé d'avoir volé la carte, et d'être un criminel. Les petits employés de bureau ne se retrouvent pas avec des cartes noires, a-t-elle cinglé. Tu l'as volée à quelqu'un dans ton cabinet. Je ne vole pas l'entreprise que j'ai bâtie, ai-je déclaré. Elle a ouvert la bouche. Mais rien d'utile n'en est sorti. Les 15 millions de dollars que tu as fêtés ce soir, ai-je continué, en gardant un ton parfaitement conversationnel. C'était moi. Vistara Capital, la société de capital risque qui a fait le virement sur ton compte ce matin, est une filiale que j'ai créée, spécifiquement pour les saisies d'actifs à haut risque. Quand ta clinique a été signalée par les régulateurs fédéraux, pour des virements offshore suspects, j'ai commencé à y regarder de plus près. J'ai fait une pause. C'était moi l'investisseur principal anonyme, Claire. J'ai approuvé chaque dollar. Et ce gel fédéral sur tes comptes, après que ton équipe a essayé de transférer 12 millions de dollars vers une société écran aux îles Caïmans, cet après-midi? C'était moi, aussi. Elle s'est complètement figée. Tu m'as piégé, a-t-elle chuchoté. C'est toi qui as signé les contrats, ai-je répondu. On n'a fait que te tendre la corde. Victor s'est levé. Il a boutonné sa veste, un geste lent et délibéré, et s'est lancé dans une performance juridique intégrale. Ingérence délictuelle, espionnage industriel, piège financier malveillant, loi fédérale.
Tout y est passé. Il allait déposer une injonction. Il allait faire révoquer mes licences. Il allait me traîner dans des années de litiges brutaux, et me laisser supplier pour ce boulot de saisie de données, juste pour pouvoir couvrir mes frais de justice. J'ai laissé l'écho de ces menaces s'installer dans la pièce. Puis, j'ai plongé la main dans mon sac. J'ai sorti mon téléphone, et j'ai tapoté sur l'écran. Excellent discours. Une voix vraiment impressionnante. C'est juste dommage que tes compétences juridiques ne soient pas au niveau du volume sonore. J'ai brandi l'écran de mon téléphone. Tu as laissé ta tablette sur la table, Victor. Ouvre-la. Une notification est apparue sur son appareil. C'était un fichier envoyé par AirDrop, de ma part. Son instinct lui disait de ne surtout pas ouvrir un fichier non sollicité, provenant de la personne qu'il venait juste de menacer de poursuite fédérale. Mais son ego a remporté le débat en environ 4 secondes. Il a attrapé la tablette. Attendez. Capitaine Tribunal s'apprête à ouvrir un fichier, envoyé par la personne même à qui il a proposé un job au salaire minimum, plus tôt dans la soirée. Et j'attends ce moment depuis qu'il a prononcé les mots mutuelle dentaire incluse. Soyons clairs sur le contenu de ce fichier. Ce n'est pas seulement embarrassant. C'est le genre de choses qui brise une carrière. C'est le type de document dont on lit le titre, et qui nous oblige à nous asseoir pour reconsidérer tous les choix de notre vie. Il a été la personne la plus bruyante de cette pièce pendant 3 longues heures. Cela est sur le point de changer. Lis-le à voix haute, Victor. J'ai regardé la lueur de l'écran illuminer son visage. J'ai observé l'arrogance se vider de ses yeux, par étapes, d'une manière lente et méthodique. Qu'est-ce que c'est? Pej s'est penché vers lui. Dis-nous que c'est un faux. Lis le titre à voix haute, ai-je répété. Laisse toute la table entendre très exactement qui va mettre la clé sous la porte ce soir. Victor a dégluti difficilement. Avis d'acquisition d'entreprise finalisé, a-t-il lu. Sa voix était totalement dépouillée de son autorité d'antan. Entre Apex Private Equity et les associés gérants d'eux. Il s'est arrêté net. Prononce le nom de ton cabinet. Il a fermé les yeux, pendant une fraction de seconde. Puis, il l'a prononcé. Pej s'est cramponné au bord de la table. C'est ton cabinet, Victor. Qu'est-ce que ça veut dire, acquisition? Ça veut dire exactement ce que ça implique, ai-je déclaré. Depuis 15 heures cet après-midi, Apex détient 73% des parts de contrôle de l'ensemble de son cabinet d'avocats. Nous possédons les baux des bureaux, les réseaux de serveurs, les listes de clients, et les contrats de travail de chaque avocat inscrit sur la liste de paix. Y compris celui de ton mari. Victor a lâché la tablette. Elle a glissé jusque dans la corbeille de pain. Tu es mon patron, a-t-il soufflé. Tu es littéralement mon patron. Je ne suis pas seulement ton patron, ai-je rétorqué. C'est moi qui décide si tu vas garder ton bureau d'angle. Je signe tes chèques de paie. J'ai l'autorité absolue pour résilier ton contrat pour motif valable, te retirer tes parts, et te laisser sans le sou. Il avait l'air de quelqu'un à qui l'on venait de retirer discrètement, un à un, tous les murs porteurs de sa vie. Pej s'est levé, le doigt pointé vers moi. Mon mari a des clients majeurs. Ils le suivront n'importe où. Il montera son propre cabinet. Il a signé une clause de non-concurrence quand il est devenu associé junior, ai-je répliqué. Et Apex l'applique désormais à la lettre. S'il contacte un seul client en partant, je le ruinerai en justice. J'ai regardé Victor droit dans les yeux. La clause de non-concurrence est en béton armé. Un licenciement pour faute signifie aucune pratique du droit des affaires, dans l'État de New York, pendant les 5 prochaines années. Victor a regardé sa femme. Sa voix avait perdu toute son assurance. Elle avait épousé un homme qui entrait dans n'importe quelle pièce, comme si elle lui appartenait. À cet instant précis, il se tenait là, dans son costume hors de prix. Et il réalisait que l'homme, à qui il venait d'offrir un emploi de classement au salaire minimum, était le propriétaire du bâtiment dans lequel il se trouvait. Je l'ai regardé, sans me presser. Et j'ai bel et bien un motif valable. En tant qu'actionnaire majoritaire, il était de mon devoir d'auditer les comptes que tu gères personnellement. Trouver de l'argent caché, c'est mon métier. Il s'est figé. Qu'est-ce que tu as trouvé? D'accord, pause. C'est de nouveau moi. Je veux vraiment marquer ce moment comme il se doit.
Victor est passé du type qui offre à Nat un emploi de saisie au salaire minimum avec mutuelle incluse, au type qui se tient dans cette pièce, et qui réalise que Nat possède son immeuble, sa liste de clients, son assurance maladie, et détient désormais un audit financier de ses comptes personnels. Ce n'est pas le karma. C'est une démolition contrôlée, exécutée par un homme qui s'est pointé ce soir dans un simple costume bleu marine, avec une carte d'anniversaire faite à la main. La révélation sur Paige, qui arrive juste après, est d'une certaine manière encore pire que celle de Victor. Restez avec moi. J'ai reporté mon attention sur Paige. Elle était toujours debout, les bras croisés, et arborait l'expression d'une femme qui pensait avoir encore un peu de terrain sur lequel s'appuyer. Elle ne savait pas que le viseur venait tout juste de se braquer directement sur elle. Parlons un peu de la Fondation de l'Espoir pour la jeunesse défavorisée, ai-je lancé. L'association caritative de Paige. Très noble cause. Des galas, des robes de créateurs, des photos de presse avec l'élite de la ville. Elle récolte des centaines de milliers de dollars, chaque année. Paige a croisé les bras un peu plus fort. Mon association accomplit un travail incroyable. Tu récoltes beaucoup d'argent, en effet, ai-je admis. Le problème, c'est de savoir où cet argent finit réellement. Je me suis tourné vers Victor. Quand j'ai audité ton serveur privé, j'ai trouvé les paradis fiscaux que tu as montés pour l'association de ta femme. Des sociétés écrans dans le Delaware, de fausses notes de frais. Tu as utilisé tes qualifications d'avocat pour créer des comptes de holding offshore. Tout ça pour canaliser ces dons caritatifs, de l'argent destiné à la jeunesse défavorisée, directement vers le fonds de placement personnel de Paige. Les voitures importées, les bijoux de créateurs, les vacances de luxe. Tout est là. Paige a porté ses mains à sa bouche. Elle a regardé Victor, attendant de lui qu'il répare la situation. Car c'était son rôle. Il réparait les choses. Mais Victor a gardé les yeux fixés sur le sol. Détournement de fonds caritatifs, a murmuré Frank. Il était à peine audible. Il dévisageait sa plus jeune fille avec une expression que je ne lui avais jamais connue auparavant, comme s'il ne la reconnaissait plus. Tu as volé une association caritative, Paige. Et le fisc prend ce genre de choses très personnellement, ai-je précisé. Il ne se contente pas de vous donner une amende. Ils gèlent les avoirs, saisissent les propriétés, engagent des poursuites fédérales. Et puisque Paige figure comme bénéficiaire principale de ce fonds, elle se retrouvera sur le banc des accusés au tribunal fédéral, juste à côté de son mari. Paige a poussé un gros sanglot. Victor lui a attrapé le bras, sans la moindre tendresse. Prends ton sac. Nous partons immédiatement. Elle l'a regardé comme s'il s'était mis à parler une autre langue. On ne peut pas partir comme ça, Victor. Et mon gala? Et le fonds de placement pour la nouvelle maison? Il n'y a plus de fonds de placement, a-t-il grincé entre ses dents. Si on reste dans cette pièce 5 minutes de plus, je perds ma licence de droit des affaires pour toujours. Prends ton manteau. Maintenant. Claire s'est précipitée sur ses pieds. Elle voyait son ultime moyen de défense se diriger vers la porte. Victor, tu ne peux pas nous laisser là. Mes comptes sont gelés. Tu es un avocat brillant. Tu peux déposer cette injonction, exactement comme tu l'as dit. Victor s'est arrêté. Il s'est retourné, et a regardé Claire, avec l'expression d'un homme qui incendie un pont alors qu'il se trouve encore dessus. Es-tu complètement folle? Tu as commis une fraude électronique fédérale, en utilisant l'argent d'une société d'investissement, qui possède désormais toute ma carrière. Je ne peux m'associer à toi à aucun titre juridique. Tu es radioactive. Débrouille-toi toute seule. Nous sommes une famille, a-t-elle hurlé. Nous, c'est terminé, a-t-il lancé. Il a tiré Paige à travers les portes en acajou. Celles-ci se sont refermées violemment derrière eux. Et c'est ainsi que les personnes les plus bruyantes de la pièce ont disparu, à la seconde même où l'argent a cessé d'être théorique. C'est toujours comme ça que ça se passe, avec ce genre de personnes. Il ne reste que lorsqu'il y a encore quelque chose à y gagner. Claire s'est affaissée sur sa chaise. Ses mains tremblaient si fort, qu'elle a fait tomber son verre en cristal de la table. Il s'est fracassé sur le sol en marbre. Aucun d'entre eux ne s'est baissé pour ramasser les morceaux. Avant que je ne sorte mon téléphone, Claire a tenté un dernier coup de bluff. Parce que Claire essaie toujours un dernier coup. Elle a levé le menton.
Tu crois que tu as gagné quelque chose, ici? Tu as gelé mes comptes, et tu as fait fuir Victor. Mais Vistara Capital a un soutien institutionnel massif. Ils sont contractuellement obligés de protéger mon entreprise. Quand j'appellerai leurs directeurs généraux demain, ils m'enverront une armée d'avocats. Et ils feront passer Victor pour un simple avocat de la circulation. Tu as terminé? Ai-je demandé. Elle a croisé les bras. Annule ce gel, avant que je ne passe un coup de fil qui mettra fin à ta carrière. J'ai posé mes avant-bras sur la table. Vistara Capital est une filiale fantôme, Claire. C'est une société écran, entièrement détenue et exploitée par Apex Private Equity. Je l'ai créée, très spécifiquement, pour les saisies d'actifs à haut risque. J'étais ton partenaire en capital risque. J'étais le conseil d'administration avec lequel tu as fait des visioconférences. Ces gens qui ont tant aimé ton modèle commercial. J'ai fait une pause. Ils l'ont aimé, parce que c'était l'une des structures frauduleuses les plus flagrantes que mon équipe ait jamais vues. À la seconde où tu as accepté l'argent de Vistara, tu nous as donné l'autorisation légale et totale d'auditer chaque registre, chaque compte, et chaque empreinte numérique rattachée à ta clinique. On t'a tendu la corde. Et tu t'es occupé de construire tout le reste. Elle m'a dévisagé. Sa bouche s'est ouverte. Mais aucun son n'en est sorti. J'ai sorti mon téléphone, et je me suis connecté à l'écran d'affichage du salon privé. Un immense organigramme financier est apparu. Des lignes rouges et noires retraçaient chaque transaction frauduleuse, liée à la clinique Lumière. Des sociétés écrans, des comptes offshore, de fausses factures de fournisseurs. Tout rayonnait vers l'extérieur, à partir du nom de la clinique située au centre. Cela ressemblait moins à une structure d'entreprise, et beaucoup plus au schéma d'une organisation criminelle. Je leur ai tout expliqué en détail. Les fausses factures de fournisseurs médicaux, les centaines de milliers de dollars payés chaque mois, pour du matériel cosmétique provenant d'entreprises qui n'existaient même pas, et qui étaient simplement enregistrées sous une boîte postale aux îles Caïmans. L'argent virait directement dans le fonds de placement personnel et offshore de Claire. Le faux rapport trimestriel qu'elle montrait à Franck depuis 3 ans, affiché sur l'écran juste à côté des relevés bancaires réels. Des graphiques verts, en pleine ascension sur la gauche, et une spirale infernale et catastrophique sur la droite. Elle t'a montré des feuilles de calcul truquées, ai-je dit à Franck. Je lui ai montré la fausse procuration, rédigée par Victor, et signée avec la signature falsifiée de Franck, pendant qu'il était en voyage pour jouer au golf en Écosse. Le fonds de retraite qu'elle avait systématiquement liquidé. Les obligations municipales encaissées. 4 décennies de labeur acharné, parties en fumée. Et puis, il y avait le domaine ancestral des Hantons. Une hypothèque secondaire, puis une hypothèque tertiaire. 4 millions de dollars de capitaux propres, tranquillement siphonnés et injectés dans la clinique, juste pour payer les factures, et maintenir le train de vie luxueux de Claire. Le téléphone de Franck lui a glissé des mains, alors qu'il essayait de vérifier son application bancaire. Il l'a rattrapé, a navigué de compte en compte, cherchant quelque chose, n'importe quoi, qui ne soit pas à zéro. Il n'y en avait aucun. Il avait 62 ans. Toute sa vie financière avait disparu. À cause des hypothèques que Claire avait secrètement contractées sur la propriété, sa valeur nette n'était pas seulement à zéro. Elle était profondément, et irréversiblement, dans le négatif. Il a laissé le téléphone glisser à nouveau de ses doigts. Il a pressé ses 2 mains sur son visage. Elle allait te laisser porter le chapeau, ai-je révélé. Les 15 millions de dollars de Vistara, c'était son parachute doré. Transférer 12 millions offshore, en les déguisant en achat d'équipements en gros. Attendre quelques mois. Déclarer la faillite de la clinique, en prétextant les conditions du marché. Et, comme tu figures en tant que garant principal sur son bail commercial, Franck, les créanciers s'en seraient pris directement à toi. Elle se serait prélassée dans les Caraïbes, pendant que tu déclarais faillite à 62 ans. Franck a baissé les mains. Il a regardé Claire. Au début, ce n'était pas avec de la colère, mais plutôt avec l'incrédulité vide d'un homme à qui l'on vient d'expliquer l'effondrement de son monde tout entier, dans les pires termes possibles. Tu allais me détruire, a-t-il lancé. Claire a tendu la main vers lui, en sanglotant. Il l'a repoussé violemment. Tu as volé ma vie, a-t-il dit plus fort. Tu as falsifié ma signature, et tu as volé ma vie. Attendez une seconde.
Le type qui est arrivé à ce dîner avec une carte faite à la main et un simple costume bleu marine. Celui à qui son père a dit d'arrêter d'embarrasser la famille, avant même qu'il n'ait prononcé 5 mots. Ce type vient de démanteler systématiquement chaque personne présente à cette table, en n'utilisant rien d'autre que des documents et de la patience. Il n'a pas crié. Il n'a pas supplié. Il ne s'est pas défendu une seule fois lorsqu'ils se sont moqués de ses vêtements. Il a simplement attendu. La personne la plus dangereuse dans une pièce, ce n'est jamais la plus bruyante. C'est celle qui reste silencieuse, et qui fait ses calculs depuis le début. Il reste encore un coup à jouer. Je me tenais silencieusement au bout de la table, et je laissais Franck encaisser le coup. Il avait choisi Claire et Paige à ma place pendant 34 ans. Il les avait défendus, il les avait financés, il avait ri de bon cœur quand elles me traitaient comme le dindon de la farce. Et à la seconde où l'argent s'est évaporé, à la seconde où l'illusion s'est brisée, elles ont disparu sans une once de remords. Aucune loyauté, aucune hésitation. J'ai plongé la main dans mon sac, une dernière fois. J'ai sorti l'enveloppe blanche, celle que Claire avait regardée avec mépris 2 heures plus tôt. La fameuse carte d'anniversaire faite à la main, qu'elle avait repoussée sur la table avant même que j'aie pu dire bonjour. Ce n'était pas une carte. C'était une épaisse liasse de documents officiels. Avec, au sommet, le sceau doré du greffier du comté. La levée d'hypothèque. Et, juste en dessous, l'acte de propriété original du domaine des Hantons, libre de toute dette. Quand mon équipe financière a découvert, pour la première fois, les hypothèques falsifiées que Claire avait contractées sur le domaine, j'ai eu 2 options. Soit je laissais la banque saisir la maison et je tournais le dos à tout ça, soit j'utilisais mon propre capital pour racheter la dette. Sur le papier, le choix rationnel était une évidence. C'était un actif empoisonné, grevé de falsification et de fraude. Il n'y avait aucun argument commercial valable pour le préserver. Mais je n'arrêtais pas de penser à la bibliothèque de cette maison. Cette pièce dans laquelle je m'échappais, enfant, pendant que Franck organisait des dîners en bas. Des conversations dont j'étais exclu. Des invités qui ne m'avaient jamais été présentés. Je me souvenais de m'être assis sur le sol de cette bibliothèque, et d'avoir écouté les bruits de la fête qui montaient à travers le plancher. 3 générations de notre famille. Cette maison ne méritait pas ce qui lui arrivait. Alors, j'avais viré les 4 millions, et j'avais effacé chaque hypothèque. L'acte de propriété était totalement propre. Je l'ai posé sur la table, devant Franck. Il a vu le sceau du comté, et les mots « levée d'hypothèque ». Et quelque chose s'est produit sur son visage, une émotion que je n'avais sincèrement jamais vue chez lui. Un véritable soulagement. Ses 2 mains se sont immédiatement tendues vers les documents. Nat. Sa voix tremblait. Tu as sauvé la maison. Tu l'as vraiment remboursée. Il pleurait avant même d'avoir terminé sa phrase, ce que je n'avais encore jamais vu non plus. Je suis tellement désolé. Je suis désolé pour tout. J'étais aveugle. J'ai été stupide. Je les ai laissés te traiter comme un déchet pendant 34 ans. Je les laissé prononcer environ 4 phrases. Puis, j'ai repris les documents. Son soulagement s'est effondré en temps réel. Une nouvelle forme de peur a traversé son visage. Une peur plus intime, plus spécifique, qui portait son nom. J'avais apporté ça pour te l'offrir, lui ai-je expliqué. Avant de m'asseoir ce soir, avant tout ce scandale, j'allais te rendre ta maison, et t'offrir un nouveau départ. Voilà ce qu'il y avait dans cette enveloppe. Ce n'était pas une carte, mais un acte de propriété. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Et puis, je me suis assis à cette table. Je t'ai vu acquiescer, pendant que Claire me traitait de parasite. Je t'ai entendu me dire d'arrêter d'embarrasser la famille. Je t'ai regardé exiger que je paie 28,000 $, juste pour prouver ma valeur, à des gens qui ne m'en ont jamais accordé la moindre. Ses mains tremblaient à la vue de tous. Un cadeau requiert un destinataire qui mérite de le recevoir, ai-je conclu. Ce soir, tu m'as montré très exactement qui tu es. Non, a-t-il lâché, en se repoussant de la table pour se lever. Nat, je t'en prie, je t'en supplie. Tu ne peux pas me laisser tout perdre à 62 ans. Je suis ton père. Fais-moi un prêt. Je te rembourserai, s'il te plaît. J'avais pensé à ce moment pendant des années. Je m'étais souvent demandé ce que je ressentirais réellement quand il arriverait.
pas grand-chose, en fin de compte. J'ai tenu l'acte des 2 mains, et je l'ai déchiré en plein milieu. Le lourd parchemin s'est rompu nettement, fendant le sceau doré avec lui. J'ai plié les moitiés, et j'ai déchiré à nouveau. J'ai continué, jusqu'à ce que la levée d'hypothèque, et le nouveau départ à 4 millions de dollars, ne soit plus qu'une poignée de lambeaux irréguliers. J'ai ouvert mes paumes au-dessus de l'assiette de Frank. Les morceaux ont dérivé doucement vers le bas, et se sont posés sur la porcelaine blanche. Il les a fixés du regard. « Arrête de faire un scandale, Frank » ai-je dit, en gardant une voix totalement neutre. « Tu fais honte à la famille. » Il a reconnu ses mots. Ses propres mots, prononcés à peine 2 heures plus tôt. Utilisés pour me rabaisser, avant même que je n'ai dit quoi que ce soit. Cette prise de conscience a frappé son visage, comme un véritable coup physique. C'est à ce moment-là que les gyrophares ont illuminé les fenêtres dépolies. Du bleu, du rouge, un rythme régulier et implacable. Puis, des bruits de pas ont résonné sur le marbre à l'extérieur. Le poids si particulier, et l'allure délibérée de gens qui marchent avec l'autorité fédérale. Les portes en acajou se sont ouvertes brutalement. 5 agents ont fait irruption dans le salon privé, avec cette efficacité silencieuse, typique de ceux qui ont déjà fait ça dans des endroits bien plus chics, et qui le referont encore demain. Des costumes sombres. Des coupe-vents bleu marine, avec des lettres jaunes bien épaisses. FBI. Division des enquêtes criminelles du fisc. Je détiens une certification d'audit financier à l'échelle fédérale. Et celle-ci s'accompagne d'obligations de signalement strictes. Quand on découvre une fraude électronique, une fraude bancaire, de l'évasion fiscale offshore, et des falsifications d'instruments financiers, on ne peut pas garder cela comme un petit secret de famille. On rassemble les preuves, et on les envoie aux personnes compétentes. Cet après-midi-là, j'avais envoyé le fichier crypté, contenant chaque faux document, chaque fausse facture, chaque déclaration de revenus frauduleuse, la trace des comptes offshore, et la chronologie des falsifications d'hypothèques, directement à la division des crimes en col blanc du FBI, et à l'unité d'enquête criminelle du fisc. Tout ce que j'avais à faire, c'était de me présenter au dîner, et d'attendre. L'agent principal s'est dirigé droit vers Claire. « Madame, je suis l'agent spécial Davis, du Bureau fédéral d'investigation. Nous exécutons un mandat d'arrêt fédéral à votre encontre, pour de multiples chefs d'accusation de fraude électronique, fraude bancaire, et évasion fiscale. Veuillez vous retourner. » Elle a hurlé. Elle a agrippé la nappe, et s'est précipitée vers Frank. « Frank, dis-leur que c'est une erreur. Appelle Victor. Nous avons de l'argent. » Frank n'a pas bougé. Il n'a même pas tourné la tête. Il est resté assis, le regard fixé sur les morceaux déchirés de l'acte de propriété, dans son assiette. 2 agents ont attrapé Claire par les bras, et l'ont forcée à se relever. Elle s'est débattue. Sa robe s'est tordue. Ses cheveux se sont défaits. L'image qu'elle avait mis des années, et des millions, à se construire. La PDG intouchable, la magnate des affaires, l'empire financier. Tout avait disparu, en environ 30 secondes, dans l'arrière-salle d'un restaurant de Manhattan. Tout ce que vous direz pourra être, et sera, retenu contre vous devant un tribunal. Ils l'ont fait marcher vers la porte. Elle s'est retournée, et a croisé mon regard une dernière fois. « Nat, je t'en prie, dis-leur d'arrêter. Prends la clinique. Prends la voiture. Prends tout. Je suis désolé. Dis-leur juste de me laisser partir. » Ce n'est plus entre mes mains désormais, ai-je répondu. Le gouvernement fédéral ne négocie pas. Les portes se sont refermées. Sa voix s'est perdue dans le couloir, passant devant toute cette élite new-yorkaise qu'elle avait passé des années à essayer d'impressionner désespérément. Maintenant, tous la regardaient. La pièce est devenue totalement silencieuse. J'ai ramassé mon sac. Avant de partir, je me suis arrêté près du maître d'hôtel, vers l'entrée. Il avait l'air d'un homme qui venait de vieillir de 5 ans en l'espace de 3 heures. Je lui ai tendu une épaisse enveloppe. Elle contenait 5,000 $ en liquide. Je l'avais apporté spécifiquement pour cette soirée, sachant pertinemment que ma famille allait provoquer un scandale. Il s'est légèrement incliné, les mains toujours tremblantes. J'ai traversé la salle à manger principale. Tout le monde était silencieux, les fourchettes posées, les yeux braqués sur moi.
Les gestionnaires de fonds spéculatifs, les mondains, les vieilles familles fortunées. Tous m'observaient. Le type dans son simple costume bleu marine, marchant au milieu des décombres, sans être le moins du monde perturbé. J'ai gardé les yeux fixés droit devant moi, et j'ai poussé la porte d'entrée. L'air frais de Manhattan, pur et calme. Un SUV noir se garait déjà sur le trottoir. Mon chauffeur, Ray, avait ouvert la portière arrière avant même que je ne l'atteigne. Je suis monté à bord. La portière s'est fermée. La ville est devenue silencieuse. J'ai appuyé ma tête contre l'appui-tête, et j'ai poussé un long soupir. Dernière mise à jour. Claire a été formellement inculpée pour fraude électronique fédérale, fraude bancaire, et évasion fiscale. Les comptes aux îles Caïmans ont été retracés et gelés. La clinique Lumière a été saisie par les administrateurs judiciaires, en attente d'une liquidation totale des actifs. Ses biens personnels, les bijoux, les véhicules, et le contenu de la clinique, ont tous été inventoriés comme étant des actifs de l'entreprise. Et ce, en vertu de la clause d'acquisition qu'elle avait signée, sans la lire assez attentivement. Victor a démissionné du cabinet, 4 jours ouvrés plus tard. Je lui ai d'abord envoyé une évaluation de performance par écrit, par pur protocole. La clause de non-concurrence est strictement appliquée. Il n'a essayé de contacter aucun client du cabinet. Page coopère avec l'enquête du fisc, en échange d'une réduction de sa peine personnelle. Est-ce que cela va l'aider? Je n'en sais honnêtement rien. J'ai arrêté de suivre son actualité, à peu près au même moment où j'ai supprimé son numéro de mon téléphone. Franck a perdu le domaine des hantons. La banque a réclamé les prêts commerciaux, qui étaient rattachés à son rôle de garant pour la clinique de Claire. Et, avec les comptes gelés, il n'y avait plus rien pour les couvrir. Aux dernières nouvelles, obtenues via un cousin, il vit désormais dans un appartement plus petit. Il n'a pas appelé. Je n'ai pas appelé non plus. L'acte de propriété est en morceaux, probablement au fond d'un sac poubelle de cuisine, quelque part. Après cette nuit-là, j'ai passé un certain temps à me demander si j'allais regretter de l'avoir déchiré. Je pensais que ce serait le cas. Mais ce n'est pas le cas. Il existe une version de cette histoire, où je lui remets cet acte, et où cela change réellement quelque chose. Une version où il devient le père que j'ai attendu, en silence, pendant 34 ans. Je pensais souvent à cette version, avant. Je n'y pense plus vraiment aujourd'hui. Ce que j'ai fait était suffisant. Ce que j'ai construit était suffisant. Si vous avez déjà dû vous asseoir au mauvais bout d'une table, et rester silencieux pendant que quelqu'un mesurait votre valeur à l'aune de ses propres standards superficiels. Alors, vous savez très exactement pourquoi je n'ai pas dit un seul mot de toute la soirée. La meilleure vengeance n'est pas bruyante. Elle est documentée. Alors, si vous aviez été assis à ma place, qu'auriez-vous fait de cet acte de propriété? Dites-le moi dans les commentaires. Écoutez, Nat ne s'est pas pointé à ce dîner en étant en colère. Il s'y est présenté en étant préparé. Il y a une énorme différence. Être en colère vous donne droit à une dispute hurlante, dans une histoire que les gens oublieront dès le lundi suivant. Être préparé, ça vous permet d'obtenir un mandat d'arrêt fédéral, et un reçu. Ils ont qualifié sa carte artisanale de travaux manuels. Ils lui ont offert un poste de classement au salaire minimum, avec une mutuelle dentaire. Et ils lui ont dit d'arrêter de faire honte à la famille. Il a subi tout ça en silence, parce qu'il n'avait pas besoin de leur validation pour continuer à construire sa vie. La vraie prouesse, ce n'est pas la carte noire, ou l'acquisition de l'entreprise. C'est la patience. C'est le fait de connaître sa propre valeur, et de n'avoir besoin d'absolument personne, à cette table, pour la confirmer. Partagez vos pensées dans les commentaires. Qu'auriez-vous fait de cet acte de propriété? Et si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton. Vous ne voulez pas manquer la suite.